il serait souhaitable que les gens éteignent son micro Oui, mais pour éviter les... en fait, je vais éteindre pour tout le monde, comme ça le OK, problème est réglé. voilà. Voilà. Donc voilà un petit peu. Alors, pour revenir un petit peu en arrière et faire un tour rapide à la fois de nos dates et nos périodes de notre activité et en même temps notre travail de coordination par des certains nombres d'exemples. Parce que je pense que tout le monde ne sait pas ou ne connaît pas forcément tous les liens et les réseaux que nous avons. Euh, Point de départ, c'est, vous le savez, le 13 novembre 70. Euh, la, la, création de FALN a été au départ voulue pour soutenir le gouvernement Allende et a été d'ailleurs un arc politique qui allait des radicaux de gauche au PC en passant par le PS avec des chrétiens de gauche. Il a raison hier de faire remarquer, Jean-Marie, que si on dit chrétien qui s'inspire de la théologie de la libération, c'est plus latino-américain. En France, c'est plus des chrétiens progressistes, c'est des chrétiens, des prêtres ouvriers, ces congrégations qui se sont associées avec la CGT, bien entendu, pour marquer cette période. Il faut savoir aussi qu'on était en 70 et que se travaillait le programme commun de la gauche. Donc, il y avait une sorte de synergie réelle entre ce qui se faisait en France et l'espoir qu'a apporté ce premier gouvernement issu des urnes de gauche et marxisant. C'était quelque chose qu'il ne fallait absolument pas louper. Et on devait le sentir à l'époque probablement, les risques que pouvait représenter de renversement d'un tel gouvernement par notamment les États-Unis. Alors, pendant ces 3 années, donc, nous avons accompagné, notamment à travers l'activité que pouvait amener France-Amérique latine de l'époque, mais une France-Amérique latine qui s'est retrouvée dans le cadre du 11 septembre 73 avec cette dictature, ce coup d'État de Pinochet, et les dictatures qui se sont suivies dans les années qui ont, avec des réfugiés politiques à héberger, à prendre en compte, à faire de la coordination, que ce soit avec la CIMAD, que ce soit avec d'autres organismes, et à accueillir dans un certain nombre de villes, des villes en général qui étaient soit communistes, soit socialistes, et qui donc essayer d'aider à leur venue. Et c'est ce qui a amené, pour moi, un premier tournant, tout en gardant, et je le disais hier, que le FAL est fait de strates, de stratification, mais qui s'additionnaient et qui se substituaient pas l'une à l'autre, à la dimension politique, c'est d'additionner une dimension droit de l'homme, auquel ça a été ajouté plus tard d'ailleurs une dimension droit humain. Donc, ces années 73 aux années 80, c'est toute la bataille contre les dictatures, que ce soit Argentine, Uruguay, Paraguay, Bolivie, Brésil. C'est une bataille qui a commencé déjà à poser les jalons de ce que disait Sophie hier, de bataille contre l'impunité, que nous avons poursuivi jusqu'à aujourd'hui, ou jusqu'aux années 2000, puisque c'était de Pinochet en 2010 avec le procès, et on en parlait de Sandoval, même si Fall n'était pas directement impliqué, puisqu'elle a expliqué hier, Sophie, que c'était pour Sandoval, Sophie était l'avocate du gouvernement argentin, mais il n'en reste pas moins qu'elle était aussi présidente déléguée de FAL et que donc ces liens étaient notoires. Et nous avons, nous, énormément relayé toutes les initiatives qu'il pouvait y avoir pour faire tomber Sandoval et le faire retourner en Argentine. Des années 70 aux années 80, il y a eu toutes les batailles contre le blocus. Ça a été aussi évoqué hier. Et là, je le dis parce que ce blocus, c'est une bataille continue que nous avons menée de solidarité avec Cuba. Une bataille que nous avons menée souvent avec d'autres, même si au gré du temps, les approches, on le sait, des uns et des autres ne sont pas été forcément les mêmes.
Et quand je dis jusqu'à aujourd'hui, puisque nous sommes invités mercredi 26 à l'ambassade de Cuba pour discuter avec d'autres associations, partis et syndicats d'une initiative qui pourra avoir le 12 juin en vue d'un débat qui aura à l'ONU le 26 juin, si je ne me trompe pas, autour de la levée du blocus à Cuba. Donc tout ça pour dire, vous voyez, la continuité politique de France-Amérique latine et sa résonance encore aujourd'hui sur tous les sujets. Je peux prendre un autre sujet des années 80, c'est la bataille contre les régimes totalitaires en Haïti, les Duvalier, les tontons Macoute, jusqu'à aujourd'hui avec Jovenel Moïse qui veut être un petit tonton, un petit Duvalier en herbe, qui a supprimé toutes les élections depuis quelque temps. Et là encore, on le verra tout à l'heure, je reparlerai, on a essayé de créer une mobilisation autour d'Haïti. Ça a été notamment le collectif Haïti de France que Fall a aidé à sortir et qui a pris son autonomie totale associative. Mais aujourd'hui, on le retrouve à travers la plateforme française Solidarité Haïti qui s'organise et qui vient de sortir sa déclaration et qui est en train de prendre de la dimension. C'est aussi le Nicaragua avec le FSLN, Front Sandiniste, Libération Nationale, qui renversement de la dictature de Somoza jusqu'à, là encore aujourd'hui, mais pas forcément de la même manière et pour les mêmes raisons. Notre solidarité avec le peuple nicaraguayen est permanente notre réflexion, elle est totale. À l'époque, c'était un bateau aussi pour le Nicaragua en 1987. Et puis, il y a eu toutes comment dire, les voyages que l'on a organisés, les solidarités avec des communes. Je pense notamment à Champigny, comment dire, si Edgardo était là, il pourra en parler, ou je pense à Valérie Téché ou à nos amis Daniel Marquis et Michel Forgeon. Les années 90, c'est les années de transition démocratique, c'est-à-dire que on avait bien senti ce passage, mais ce que nous avons, ce passage de cette époque de dictature dure à un néolibéralisme qui voulait se faire avec les élites politiques, les militaires et sans les classes populaires, mais qui a en même temps créé la résistance, les années de résistance. Alors, c'est à la fois les nouveaux mouvements sociaux qui se traduisaient parfois et sont traduits par des mouvements politiques, mais c'est aussi les mouvements indigènes comme la CONAI en Équateur, c'est aussi le Chiapas avec les zapatistes au Mexique, mais peut-être Rolio y reviendra, notamment je pense aux années 94 et 96 avec le grand rassemblement qui a eu lieu. C'est encore un peu plus tard les Cocaleros en Bolivie et ce que ça a apporté avec Morales au gouvernement. C'est la Colombie en résistance avec de notre part cette bataille qu'on n'a jamais quittée de la paix en Colombie et donc de l'imposer au gouvernement colombien. Et ça continue encore aujourd'hui, malheureusement, mais là, Rodrigo y reviendra. Et puis tout ça se concrétisait avec Seattle dans les années 80, en 99, où Fall était présent par l'intermédiaire de Patrick Guilloda, qui était à Seattle et qui a fait aussi le premier FSM en 2001. C'était Patrick Guilloda qui nous représentait aussi à ce Forum social mondial, ce premier Porto Alegre, qui a fait débat à Fall. Je ne vous cache pas que ça a fait débat à Fall. Je me rappelle très bien être parmi ceux qui étaient plutôt favorables, mais il y avait, y compris dans un certain nombre de partis politiques comme le Parti communiste, il y avait une hésitation sur ce que pouvait apporter, ce que pouvait être véritablement ce Forum social mondial. D'où je dirais qu'à la limite, Patrick Guilloda est allé la première année en éclaireur, il est revenu enthousiaste, et il nous a persuadé, et ce qu'on a entendu entre-temps, qu'il fallait y aller. Et donc, l'année suivante, c'était avec Daniel Boutavant, moi-même, je crois qu'il y avait Michel Forgeon, on était 4 ou 5, à avoir été au Forum social mondial de 2002.
Et avec ce Forum social mondial, c'est le Brésil qui s'est réinvité à France-Amérique latine. Il s'est réinvité dans le sens où il y a eu un nouveau intérêt pour le Brésil. Et là, João peut-être pourra en dire un mot, mais c'est vrai qu'il disait hier soir qu'il était un des premiers lusophones de FAL. C'est vrai que FAL était très hispanophone dans ces années-là. Et depuis, le Brésil a trouvé sa place au sein de France-Amérique latine jusqu'au point, et notamment dans le malheur à la fois de la destitution du coup d'État contre Dilma Rousseff et l'emprisonnement de Lula, la victoire volée de Jair Bolsonaro nous a amené à créer la coalition de solidarité Brésil. Vous voyez, le Brésil s'est invité, mais on l'a très vite pris en compte et est devenu une activité forte de FAL. Mais les années 2000, c'est le mouvement intermondialiste. On peut pas, et là je vais passer vite parce que je suppose que Broglio y reviendra. C'est le mouvement intermondialiste, les FSM, le FSE. Et pour moi, le plus merveilleux, c'est le FSE 2003 à Paris, lorsqu'on a évoqué dans cette table ronde qui était une des premières autour des traités de libre-échange, notamment ce traité de libre-échange Europe-Mexique, et nous avons porté tout de suite d'emblée à l'issue de cette table ronde, cette grande meeting. Il y avait 5000 personnes dans ce gymnase à Ivry. Nous avons posé la question des traités de libre-échange fortement, et notamment entre l'Europe et l'Amérique latine. Et partant de là, a été mis en place dès 2004 première rencontre contre-sommet des chefs d'État et de gouvernement, 2004, 2006, 2008, 2010. Et là encore, on pourra y revenir et Broglio pourra en reparler. Ça nous a amené aussi au TPP, Tribunal permanent des peuples, et puis la bataille contre l'ALCA, qui a été une bataille importante. Et là, on a eu un bouleversement, puisqu'on a réussi à empêcher ce projet. Mais je pense qu'aussi, ce qui est intéressant, c'est toutes les expérimentations des nouvelles formes d'organisation politique auxquelles on a pu assister. Je pense au Conseil de bonne gouvernance de bon gouvernement de Zapatiste. Je pense aux entreprises récupérées en Argentine. Je pense aux médias communautaires au Chili. Je pense aux conseils communaux au Bolivie. Je pense à la création du MST et du MAB, enfin à la création, à la portée du MST et du MAB. Je pense à l'aide internationale cubaine. Je pense à Pachamama indigène, et puis au travail qu'on a fait autour de l'extractivisme, etc. etc. Tout ça avec les mouvements féministes, l'écologie, l'émigration en 2018-2019 au Forum social mondial a été un grand moment, la rupture, je dirais, dont on a essayé d'éviter qu'elle soit totale, ça a été la pandémie, puisque 2020 a été un moment de la plus grande difficulté à trouver ce travail à créer ce travail de solidarité. On a essayé de le faire avec des visioconférences, on a essayé de s'adapter. Et voilà. Alors, ce travail s'est fait avec beaucoup de démarches de coordination. C'est vrai pour le travail avec les réfugiés, et ça a suscité des associations comme les ex-prisonniers politiques chiliens, la CAF. Bien, excuse-moi, il est 20h30 déjà. Oui, j'ai fini, t'inquiète pas. Et puis, voilà, on a eu la création d'Attaque, le CRID. Attaque, je rappelle, les membres du CA, le CRID. J'ai parlé d'Haïti, j'ai parlé du Nicaragua avec le collectif Mésoamérique qu'on a créé il n'y a pas tellement longtemps. J'ai parlé de Lula et de la coalition Brésil et tout le travail qu'ont fait les comités locaux. Voilà un petit peu en résumé 50 ans de ligne politique de FAL. Et là, je vais laisser maintenant la parole à Broglio. Bon, merci beaucoup et bonsoir à tous. J'ai 15 minutes pour faire une petite introduction, forcément résumé de ce qui est la situation, l'évaluation que nous pourrons faire de la question politique, de l'évolution politique en Amérique latine et comment FAL a pu s'adapter à ça.
Il me semble qu'il est nécessaire de rappeler deux petites choses, mais qui sont significatives quand même. C'est le grand bouleversement qu'a représenté la chute du mur de Berlin en 1989 et bien évidemment la disparition de l'Union soviétique en 1991. C'est une période de montée en puissance de l'impérialisme américain, ne l'oubliez pas, et de l'impérialisme en général. Et le résultat, on l'a vu par exemple en 2003 avec, il faut se rappeler de ça, de la guerre en Irak. Donc, les combats qu'a développé France-Amérique latine, ce n'est pas seulement pour la défense des droits de l'homme, mais aussi de solidarité, comme bien le disait Fabien, au niveau international et notamment avec l'Amérique latine. Dans le cas de l'Amérique latine, il a évoqué déjà, et notamment ce qui s'est passé par exemple avec les Fronts sandinistes de libération nationale. Il faut se rappeler qu'à la fin des années 80, le Front sandiniste de libération nationale a dû faire face à la contre-révolution. On a Reagan aux États-Unis et là, on a participé dans la mesure du possible avec la solidarité avec les fronts sandinistes. Il faut se rappeler qu'en 89, à El Salvador, les pays voisins, il y a eu l'offensive du Front Farabundo Martí de Libération Nationale, FMLN, qui a fini en échec, malheureusement, encore une fois, par l'interventionnisme américain. Et là, il a fallu adapter les forces, la présence, la solidarité à travers les comités qu'on a pu développer à cette époque-là. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a eu, décembre 89, l'invasion du Panama. C'est-à-dire, ce que j'essaie de montrer avec ça, et c'est important d'avoir en tête, c'est comment France-Amérique latine devait se positionner face à des situations pareilles, et en même temps, en sachant que tout ça a répercuté dans aller en arrière de ce qu'étaient les expériences de mobilisation sociale et des mouvements sociaux. Et pour aller plus vite encore, et ça montre aussi la persistance, l'appui qu'a pu donner France-Amérique latine. 90, c'est la première participation du PT du Brésil dans une élection. Rappelez-vous que c'est Collor de Mello qui l'emporte. Et en 92, c'est l'apparition, mais plutôt la découverte des archives de la terreur au Paraguay, qui a bouleversé la situation parce que c'était la preuve de ce qu'après on allait appeler l'opération Condor ou l'existence de l'opération Condor. Comme disait Fabien, les années 90 aussi sont caractérisées par l'émergence, à un moment donné où tout le monde pensait qu'il n'y avait plus d'alternatives, de pousser, que ce soit des États-Unis, que ce soit de l'Union européenne, des accords de libre-échange, une politique libérale à fond la caisse, qui va se traduire dans le cas du Mexique avec la signature de l'accord commercial entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. C'est le premier accord de son type entre un pays sous-développé, comme c'est le cas du Mexique, et des pays forts impérialistes, comme c'est le cas des États-Unis et du Canada, et qui va donner comme résultat l'apparition, la naissance, le 1er janvier, vous le connaissez bien, 1994, de l'armée zapatiste de libération nationale, qui va se manifester contre le capitalisme, clairement, contre les accords de libre-échange, qui disent que le libre-échange, c'est la mort des indigènes. Donc, c'est un premier mouvement très fort qui aura des répercussions au niveau international, même si dans un premier temps, il y a eu des difficultés pour comprendre qu'est-ce que c'était ces mouvements-là en Amérique latine, et qui va, au fur et à mesure des années, va évoluer, et on parlera à la fin, mais qui va permettre une sorte de plateforme pour l'apparition des autres mouvements de résistance en Amérique latine et ailleurs au niveau international. L'année 2000, je vais très vite pour l'histoire du temps, l'année 2000, n'oubliez pas, dans cette grande haleine d'offensive néolibérale, il y a la réunion, le sommet de Seattle aux États-Unis, de l'Organisation mondiale du commerce, et là, la première émergence d'un mouvement social international avec des présences des organisations des États-Unis, de l'Amérique latine, de l'Europe, de l'Asie, contre cette fuite en avant du capitalisme à travers l'Organisation mondiale du commerce. Je ne vais pas m'arrêter parce que Fabien l'évoquait déjà, la première réunion qu'il y a eu, par exemple, à Florence, en 1998, des organisations qui luttaient justement contre les accords de libre-échange, car les premiers accords qui avaient été signés, il était difficile à l'époque de prouver au niveau international que les entreprises transnationales et européennes étaient si méchantes, si je puis utiliser le terme, que ce que se faisait les États-Unis. Il était très difficile de convaincre les organisations que c'était pareil. Beaucoup des organisations disaient non, il vaut mieux avoir un accord avec l'Union européenne qu'avec les États-Unis. Alors, les faits ont prouvé que non, que dans les deux cas, il était contre les intérêts de la population, contre la souveraineté et tout ce qui découle de ça.
Et résultat de ces choses-là et de ce que Fabien a évoqué en 2003, les forums à Paris, hein, le résultat, c'est en 2004, on lance une première initiative que même nous, on ne s'attendait pas à avoir une telle répercussion. C'est la proposition de faire un contrat sommet au sommet des chefs d'État et de gouvernement que depuis l'année 2000 s'est développé tous les 12 ans. Le premier avait été Madrid, le deuxième, ça avait été au Brésil, le troisième, c'était à Guadalajara, Mexico, le 2004. Et là, toute une série des organisations, on va se retrouver justement avec une idée en tête, c'est qu'il faut se battre contre la prolifération des accords de libre-échange. Que s'est-il passé? Il n'y avait pas seulement l'accord de libre-échange Mexique et Canada, États-Unis. Le Mexique, en 2000, avait signé déjà l'accord de libre-échange avec l'Union européenne. C'était le premier pays de l'Amérique latine à avoir signé un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Mais derrière ça, l'Union européenne avait avancé ses pions pour lancer des initiatives de libre-échange avec les Mercosur, les pays de Mercosur, l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay, avait avancé ses pions pour négocier un accord de libre-échange avec le Chili, avec les pays indiens, avec les pays de l'Amérique centrale. C'est-à-dire, c'était essayer de se mettre à égal avec les États-Unis dans ce terrain-là, avec les conséquences que ça avait pour les populations latino-américaines. Donc, 2004, on lance cette proposition-là de réunion à Guadalajara, Mexico. On était très peu des organisations d'Europe, peut-être que vous ne les connaissez pas, mais de l'ensemble de l'Union européenne, il n'y avait pas plus d'une dizaine d'organisations, entre autres France, Amérique latine, qui se fait présent, et qu'à partir de là, et d'évaluer ce qu'étaient les conséquences de la politique impérialiste de l'Union européenne, on a décidé de créer une initiative qui, jusqu'à l'année 2012, a eu énormément de répercussions, qui s'appelait Enlazando Alternativas. Quel était le but de cette initiative-là? L'initiative, c'était, OK, on avait vécu ce qu'était la période de solidarité avec les révolutions centro-américaines, mais on avait vu que ces solidarités allaient plutôt dans un seul sens, c'est-à-dire de l'Union européenne ou des États-Unis vers l'Amérique centrale. Et là, l'idée qu'on avait développée avec Enlazando Alternativas, c'est que ces solidarités-là devaient être réciproques. C'est-à-dire comment lier, tisser un lien de solidarité entre des organisations de l'Amérique latine et de l'Union européenne pour se battre contre les mêmes entreprises transnationales et contre les conséquences que ça comporte. Résultat de ça, c'est qu'à partir de l'année 2006, on a réussi un accord avec le Tribunal permanent des peuples, que c'est une organisation qui vient del tribunal russe aux États-Unis, de la guerre du Vietnam, etc., on avait réussi à lancer une première initiative aussi dans laquelle FAL a été investi à 100%. C'était la première session du tribunal permanent du peuple pour juger les exactions des entreprises transnationales et européennes en Amérique latine. Donc, c'était très intéressant ça. 2004, il y a eu, donc, 2006, pardon, il y a eu la première session à Vienne, en Autriche. Hein. Là-dedans, et même avec la participation de Hugo Chavez, qui était déjà président, je rappelle que Hugo Chavez avait été élu en 1998, il y avait à distance Lula da Silva, et c'était un candidat qui apparaissait, il y avait la représentation du Parti communiste, et il y avait une idée de, bon, il faut continuer à construire quelque chose en alternative et en même temps en dialogue avec ce qui allait être appelé tout après comme les gouvernements progressistes. 2008, il y a une deuxième session du tribunal permanent des peuples à Lima, Pérou. Et pareil, toujours sous l'idée de juger et de mettre sur la table les exactions des entreprises transnationales et européennes. Et finalement, une troisième session qui s'est tenue à Madrid, Espagne, en 2010, mai 2010. Pendant ces 6 années-là, entre 2004, 2006, 2008, 2010, France-Amérique latine a développé une capacité d'analyse, de développement, de recherche sur la question des entreprises transnationales, notamment sur la question de l'eau, notamment sur la question de la privatisation des biens publics comme les médicaments. Non, sont des sujets qui ont été traités au niveau de ces sessions de tribunal. Et on avait des expériences qui ont été amenées sur la base de quoi? Les sessions du tribunal, ce n'était pas une session du tribunal des experts.
une des particularités qu'on avait poussées en tant qu'association et que les autres organisations ont accepté, c'était d'amener, on va dire, les victimes de ces actions des entreprises transnationales pour qu'ils puissent se développer et s'exprimer et témoigner de ce qu'était la situation là-bas. Ça, c'est une expérience qui me paraît très importante à souligner. Deuxièmement, c'est aussi très important, à partir, on est dans ce qu'on pourrait appeler la période de gouvernement progressiste. Je rappelle, Hugo Chávez en 1998, après il y a la victoire de Kirchner en Argentine, en 2006 il y a la victoire de Evo Morales en Bolivie, 2007 la victoire de Correa en Équateur. En même temps, il y a des pays qui restent dans les mains des puissances de la logique libérale, le Mexique notamment, la Colombie, le Pérou, le Chili. Dans ces jeux-là, nous avons développé des actions, des initiatives pour essayer justement toujours d'être à côté des organisations qui résistaient à cette offensive-là. Ensuite, une fois fini cette expérience-là des tribunaux contre les transnationales européennes, quelques années après, est émergé une deuxième initiative, non, avec en parallèle, bien évidemment, ce que Fabien évoquait déjà, le Forum social mondial, qui a eu diverses réunions entre 2000 et jusqu'à une date récente à Bahia. Mais aussi, nous avons développé une autre initiative que c'était la question de il faut réguler, il faut imposer aux entreprises transnationales des conditions dans lesquelles soient obligées de respecter les droits humains. Rappelons qu'il y a de plus en plus une politique de donner beaucoup plus de droits aux entreprises transnationales qu'à l'humanité en tant que telle. À ce niveau-là, France-Amérique latine aussi a été à la pointe, je le dis clairement, sur la question de la session, les 3 sessions du tribunal permanent des peuples qu'il y a eu pour promouvoir la création, ce qui était après la création de l'initiative d'un accord au niveau mondial, au niveau de l'Organisation des Nations Unies, pour réguler les actions des entreprises transnationales. Un accord qui aujourd'hui est encore négocié au niveau du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, mais nous sommes investis depuis l'origine, depuis 2014, à cette initiative-là. Le temps passe. Je voudrais tout simplement signaler 2 questions qui sont importantes. C'est bien évidemment la solidarité de notre association lors de ces 50 dernières années et lors de l'année 2000 jusqu'à aujourd'hui a dû s'adapter à quoi? A dû s'adapter, par exemple, aux conséquences du changement climatique et des politiques de plus en plus libérales. Que s'est traduit en quoi? C'est traduit dans l'expulsion des milliers de déplacés, plus de 200 millions de déplacés dans le monde. Et à ce niveau-là, l'émergence de ce que sont les mouvements des migrants, que pas plus tard que cette semaine-là, vous voyez c'est ce que ça donne à la frontière sud de l'Espagne, c'est-à-dire à la limite entre l'Afrique et l'Union européenne. À ce niveau-là, encore une fois, nous, en tant que France-Amérique latine, nous avons été à l'initiative avec des organisations dans un premier temps espagnoles en 2016 pour lancer une première session sur la question des droits des migrants, de garantir que les migrants, n'importe où qu'ils se trouvent, les droits de ces migrants-là puissent être reconnus. Et sous cette initiative-là, nous avons développé 3 sessions du tribunal, concrètement 4 sessions du tribunal sur les droits des migrants, une première session qui a eu lieu à Barcelone, une deuxième session qui a eu lieu en décembre 2017 à Palerme, 2018, pardon, à Palerme, non, 2017. La 3e session en janvier 2018 à Paris, et une 4e session qui a eu lieu ensuite à nouveau à Barcelone. Malheureusement, on comptait développer une session aussi en Afrique, à Tunis, pour traiter les conséquences des effets des accords de libre-échange vers les pays de l'Afrique, mais on était arrêté à cause de la Covid. Ça, c'est un problème qu'on doit affronter aujourd'hui. Il faut dire, et je finirai avec ça, que dans cette période-là, nous avons aussi dû développer des débats sur la question de l'extractivisme, que c'est très intéressant, toujours avec des associations, comme le disait Fabien, par exemple,
les organisations qui ont surgi au Brésil suite aux accidents, aux crimes qu'a commis l'entreprise Vale au Brésil et qui ont eu des conséquences. Nous avons été en solidarité avec ces organisations-là. Nous avons et nous restons en solidarité avec des organisations comme c'est les mouvements des populations affectées par les transnationales en Équateur, l'OBDAT, le cas de Texaco Chevron. C'est des solidarités conséquentes et permanentes avec ces associations-là. Et en même temps, il y a aussi une autre question qu'il ne faut pas oublier. Dans toutes les expériences qu'on a développées comme France-Amérique latine, on essaye toujours de le faire avec des organisations à caractère local. C'est-à-dire, ce n'est pas France-Amérique latine qui dit à partir de Paris, il faut faire ça, c'est ça. C'est comment on accompagne notre solidarité avec les organisations sur place, y compris au niveau des écoles en Bolivie, des radios en Bolivie, aux questions, par exemple, aussi du mouvement des femmes. Hein. Toutes ces initiatives-là, toujours, nous avons essayé, et surtout avec les changements qui se sont produits à partir des années 2000, d'accompagner les mouvements en essayant évidemment aussi de développer la solidarité ici en France. Je ne vais pas m'étaler plus parce que j'ai passé déjà les 3 minutes, les 15 minutes qui m'étaient accordées. Merci beaucoup. Merci Brolio, non, ce n'est pas un souci. Je pense que on est dans une phase où on a besoin d'avoir cette histoire, parce que ce n'est pas l'histoire en fait de France-Amérique latine, c'est toute l'histoire de la solidarité entre la France et l'Amérique latine. Et à travers ça, c'est la politique à la fois en France, mais ça a été plus les 3 premières années, les 3, 4 premières années, mais c'est la politique en Amérique latine, l'évolution politique. Donc je pense que c'est important. Et de ce point de vue-là, ce que nous avons développé vis-à-vis de la Colombie, il y a eu déjà des idées enfin des propos qui ont été tenus hier, mais je vais peut-être laisser à Rodrigo le soin de revenir sur ces questions de la paix en Colombie et de l'implication de France-Amérique latine. Merci Fabien et bonjour à toutes et à tous. Bien, la relation avec la Colombie, c'est un pays qui a suivi un parcours un peu particulier en Amérique latine ces dernières décennies, puisque c'est un pays qui a malgré le conflit qui s'est développé depuis plus de 60 ans, il a réussi, le gouvernement et les oligarchies ont réussi à garder un semblant de démocratie, ce qu'il a, disons, protégé en quelque sorte de la surveillance de la communauté internationale. Mais c'est un pays qui, en même temps, a suivi l'idéologie et la doctrine qui étaient tracées pour toute l'Amérique latine, qui était la doctrine de la sécurité nationale, donc de l'ennemi intérieur. Et dans ces cadres-là, les gouvernements successifs ont mis en pratique les mêmes violations des droits de l'homme et les mêmes techniques qui ont été utilisées dans les dictatures du cône sud et en Amérique centrale. La Colombie a vu éclore une lutte une lutte armée depuis les années 60 et avait déjà eu une période de violence extrême entre 48 et les années 50. Et donc, c'est un pays qui a vécu sous cette réalité des confrontations armées et qui a marqué donc la Colombie et qui a marqué en quelque sorte aussi la solidarité avec la Colombie, puisque
pendant toute cette période, la possibilité d'arriver, enfin, ou de lancer un processus de négociation avec les différents composantes de ce conflit était totalement niée. Et malgré qu'il y a eu des tentatives, c'était disons, une obstination de la part des gouvernements nier toute possibilité des négociations ou de régler ce conflit par la voie du dialogue. Bien avant les dernières négociations, bon, il faut rappeler que déjà dans les années 90, début des années 90, il y a eu une première négociation avec plusieurs groupes armés, dont le mouvement 19 avril, M19, mais aussi le EPL, et puis plusieurs groupes dont certains issus des communautés indigènes. C'est une négociation qui avait démarré aussi avec les FARC en début des années 90, mais qui finalement a échoué avec les FARC, mais qui a permis en même temps de la démobilisation des 5 ou 6 mouvements de guérilla et qui a permis aussi la réalisation d'une assemblée constituante qui a changer une constitution qui était vieille des 100 ans, qui était très contestée, pour une constitution qui est beaucoup plus moderne et qui est très progressive dans ses principes fondamentaux, mais que très très rapidement le gouvernement qui a conservé donc le contrôle des institutions législatives a bloqué dans ses principes fondamentaux et ne l'a pas laissé s'exprimer et puis se mettre en place comme son caractère le prévoyait. Donc ça nous a amené à une période dans laquelle, en plus de ces conflits sociaux armés, la Colombie a été confrontée à une violence du narcotrafic et qui a disons, pénétré un peu toutes les instances et toute la société colombienne. Et il y a engendré aussi ce qu'on appelle les groupes paramilitaires, qui n'est pas une invention de la Colombie, mais qui a eu un développement particulièrement aigu avec plusieurs dizaines de milliers de civils armés soutenus par les forces armées officielles et formés par des mercenaires israéliens et américains. Donc ça a créé une confusion dans la perspective politique du conflit social, et ça a engendré aussi une violence totalement inouïe avec plusieurs dizaines de milliers de disparus et des massacres pendant toutes les années 90, et l'arrivée finalement au pouvoir
une expression de cette, ce qu'on peut appeler quasiment une révolution narco-fasciste qui était lidérée par Álvaro Uribe et qui a marqué tout le début du siècle jusqu'à aujourd'hui, en quelque sorte, et qui a mis, disons, en échec politique les FARC, qui était une guérilla qui était très très forte militairement et qui n'a pas su, disons, garder une expression politique cohérente et qui finalement a dû accepter un processus de négociation qui était aussi demandé par certains de ces cadres politiques et par une bonne partie de la société colombienne. Et c'est une négociation qu'au départ, dans laquelle personne n'y croyait et pour laquelle FAL s'est investi depuis le début de manière très très forte, même avant que ça commence, lorsque parler des négociations et des dialogues mettait toutes les organisations ou la personne qui parlait des négociations, c'est taxé d'être proche des FARC. Et malgré cela, la politique des FAL, la politique des FAL, des France-Amérique latine vis-à-vis de la Colombie a été toujours le soutien à un processus de paix, à la recherche d'une voie des négociations pour résoudre le problème, le conflit armé. Et c'est ainsi qu'en 2012, ces négociations commencent et pendant 5 ans, ils se sont développés à La Havane et avec la participation aussi de la société civile qui s'est invitée et France-Amérique latine a suivi, a participé de près dans le développement de ces négociations et du soutien de ces processus de négociation jusqu'à son aboutissement en 2018. Et malheureusement, comme on a pu le voir et comme on a pu le voir aussi lors des processus de paix précédents, et le gouvernement n'a pas tenu tous les engagements. Et aujourd'hui, il y a eu plus de 250 ex-combattants qui ont été assassinés. Et il y a s'est développé ces derniers temps une criminalisation des mouvements sociaux avec des assassinats, des massacres des leaders sociaux dans les villes et dans les campagnes, et qui s'est une situation qui s'est aggravée avec bien évidemment avec la pandémie, qu'aujourd'hui explose dans une contestation sociale qui n'est pas disons, portée politiquement par les partis ou mais qui est plutôt une expression de la jeunesse dans les quartiers populaires et qui s'est beaucoup inspiré de ce qui s'était passé au Chili en termes d'organisation, en termes des confrontations avec la police, qui aujourd'hui est totalement déchaîné et donc on arrive à plus d'une 50aine de morts et là encore on soutient on s'est exprimé à plusieurs reprises pour accompagner cette contestation et puis soutenir le peuple colombien dans ses revendications qui ont porté quelques fruits
quand même intéressant, puisque deux des réformes qui étaient présentées, qui étaient en cours, sont tombées. Il y a eu deux ministres aussi qui ont démissionné. Et au jour d'aujourd'hui, les jeunes continuent mobilisés et on reste vigilant et on accompagne ces processus sur lesquels il faut être très vigilant parce que le gouvernement ne veut pas négocier encore une fois avec les jeunes qui sont mobilisés. Et voilà, je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Rodrigo, pour ce tour d'horizon. Je crois que, enfin, vous l'avez évoqué, Valérie Téché, dans le travail qui a été fait pendant des années autour de la Colombie, pardon, avec des camarades aussi comme Gérard Fenoy. Il y a une vraie continuité de notre activité par rapport à la Colombie, de vrais liens qui se sont instaurés entre nous et la gauche, les forces les plus progressistes en Amérique latine. Des liens qui ont été des liens de confiance. Je dis ça parce que dans le même temps, à plusieurs reprises, même le gouvernement français a été à un moment donné amené à demander l'avis de France-Amérique latine. Et je me rappelle le nombre de fois où Valérie a été dans des réunions au MAE pour essayer de les aider à mieux percevoir la réalité colombienne, ce qui n'était pas facile. Et cette capacité que nous avons, et je voudrais insister là-dessus, collective, parce que même si on donne l'impression d'une mosaïque France-Amérique latine, cette mosaïque, elle permet par la confrontation des avis, par le débat qui est interne à FAL, de faire mûrir des réflexions et de les aider à ce qu'elles puissent permettre à un large public de comprendre la situation. Et c'est à la fois nos initiatives, nos pétitions, nos communiqués, FALMAG, les visioconférences qu'on est amené à faire. Je crois que c'est un des points importants, me semble-t-il, dans des rôles que l'on peut dire on a joué et qu'on joue encore. Le nombre de jeunes étudiants qui nous disent, qu'ils soient à l'UHEL, à Sciences Po ou ailleurs, qui nous disent on a besoin de France-Amérique latine, sans pour autant d'ailleurs forcément nous rejoindre, à part les services civiques, montre que quand même on est une référence. On est une référence. Alors, on n'est pas l'IRIS, on n'est pas des structures de cette nature-là, mais je pense que les compétences qu'on a pu développer à FAL et qu'on a pu associer à France-Amérique latine ne sont pas anodines. Alors voilà, on a à travers ces trois interventions, la mienne très généraliste qui survole un peu, d'ailleurs ça a été complété par les uns et les autres, celle de Broglio qui a donné un éclairage fort sur une période importante, des années après les années 90, Rodrigo sur la Colombie. Peut-être que je laisse aux autres de compléter, soit par leur expérience, soit par les questions qu'ils souhaitent poser. Jean-Marie. Bonsoir à toutes et tous. Nous attendons avec impatience le numéro de FALMAG sur les 50 ans. J'espère qu'il y aura un certain nombre d'articles qui vont reprendre ce tour de table de ce soir extrêmement intéressant, extrêmement formateur, puisqu'on on croit tout connaître sur FAL et puis chaque soir on découvre donc la multiplicité des activités, des interventions. Alors,
de réflexion, c'est la multiplication des compétences dans France-Amérique latine, le débat démocratique qui permet d'arriver au niveau de réflexion, au niveau qu'on retrouve dans nos communiqués, qu'on retrouve dans nos interventions, et qui nous donne une surreprésentation positive, ça. Mais je pense que ceux qui ne sont pas membres de l'association ne se rendent pas compte que cette association de quelques centaines de membres obtient de tels résultats par ses communiqués, par ses interventions, par ses coopérations, par ses actions de solidarité qui ont fonctionné et qui continuent à fonctionner depuis 50 ans. La deuxième réflexion, c'est la nécessité de renforcer encore ce que j'appelle le comité d'Île-de-France, parce que même si nous sommes une organisation qui n'est pas centralisée, avec la multiplication des tâches, la multiplication des réseaux, hein, tout ce qui a été évoqué, les universités, les forums, le tribunal des peuples, etc., ça nécessite encore le renforcement d'un comité Île-de-France parce que la société est organisée de telle façon que c'est beaucoup plus facile, même si on peut maintenant, par le télétravail, intervenir en étant plus loin, c'est beaucoup plus facile de se rencontrer, de discuter, de construire un réseau donc, à partir de l'Île-de-France. Je voudrais aussi évoquer à un autre niveau que cette action internationale, mais c'était le sujet d'aujourd'hui, mais ça fait partie des actions internationales, c'est la multiplication des actions de solidarité des différents comités qui interviennent dans plusieurs pays et qui renforcent ces prises de position politiques, ces prises de position solidaires, je dirais, du comité directeur de France-Amérique latine, mais c'est donc sur le terrain l'application. Donc, on a parlé, par exemple, du Brésil ou de la Colombie, mais, ou de l'Amérique centrale. Moi, je me souviens du travail extrêmement important qui a été mené par le comité des Bouches-du-Rhône, par exemple, au Salvador, avec la coordination pour la reconstruction et le développement, qu'on a aidé pendant longtemps, avec d'autres, je crois qu'il y avait le Val-de-Marne aussi, pour permettre à la société salvadorienne de progresser, à l'éducation, au niveau de vie, ce qui a amené l'arrivée au pouvoir pendant quelque temps donc d'un gouvernement un peu plus progressiste, de centre-gauche. L'action de paix qui est menée en Colombie, elle est renforcée aussi en dehors des communiqués, en dehors des interventions pour pousser aux négociations. Elle est renforcée, par exemple, par l'action que mène Danielle Coll, pour la citer, mais elle n'est pas seule, mais enfin, c'est elle qui impulse et qui dynamise ce projet. L'action qui est menée dans la vallée du Cauca, où par le soutien financier, par le soutien moral, on permet à une communauté de vivre, de vivre assez bien, puisqu'ils arrivent à être autonomes pour se nourrir, ils arrivent à envoyer les enfants à l'école, ils arrivent à se soigner, et on crée une poche de relative paix, parce que donc, avec notre soutien, avec le développement qu'ils ont mis en place, je dirais qu'on les laisse à peu près tranquilles. Que ce soit les paramilitaires, le gouvernement, les laisse à peu près tranquilles. Et donc, c'est la démonstration que ce que nous disons dans le comité directeur
ce que nous disons dans nos communiqués, on peut construire une paix. On peut construire une paix, y compris dans un pays comme la Colombie, qui n'a connu pendant 3 générations que la guerre et que des conflits. Hein. Voilà. Si on laisse les gens travailler de façon autonome, de façon démocratique, etc. Enfin, une dernière intervention qui est un peu longue, c'est à un autre niveau, c'est l'extraordinaire expérience de Marseille en 2012 sur le Forum alternatif mondial de l'eau. Hein. Il y avait donc cette grande rencontre des marchands d'eau, hein, qui était le Forum de l'eau à Marseille avec Veolia et compagnie. Et donc là, France-Amérique latine s'est investie extrêmement fortement, pas uniquement le comité des Bouches-du-Rhône, il y avait une très forte délégation des comités de l'Île-de-France ou d'ailleurs. Hein. Des délégués d'Amérique latine ont pu faire le voyage pour apporter leur point de vue sur comment on peut gérer de façon démocratique l'eau. Il y a des expériences du Pérou, d'autres qui ont été évoquées. Donc, ça a été un temps fort extrêmement important où France-Amérique latine a joué un rôle important dans ce forum alternatif mondial de l'eau. Et à titre anecdotique, ça a laissé des traces, car moi, je faisais partie du vaste collectif d'organisation, du vaste collectif départemental d'organisation, donc 2012. Et là, je revois dans les journaux ou dans un certain nombre de réunions des actrices et des acteurs de ce forum qui sont maintenant des adjointes ou des adjoints au maire élus par le printemps marseillais. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on disait à Maurice Copper lorsqu'il faisait ses voyages en Amérique centrale et aux autres camarades. C'est les combats ici et là-bas ont toujours des répercussions. Hein, ont toujours des répercussions. Hein. Les syndicalistes qu'on rencontrait ou que la délégation rencontrait dans les années 80 disaient mais continuez à lutter, continuez à avoir des acquis parce que nous, c'est un point d'appui. Hein, c'est un point d'appui et c'est réciproque. Hein, voilà. Voilà ce que je voulais rappeler. Merci Jean-Marie. Je crois que là encore, tu as irrigué par tes rappels et ce que tu as évoqué, la diversité de nos interventions. Dans ce qu'on a pu dire jusqu'à maintenant, je voudrais rappeler notamment le travail aux directions du Pérou et plus particulièrement dans les années 2012, 2013, 2014, autour de Cajamarca. Ce mouvement que nous avons porté avec un collectif de Cajamarca, comité de Cajamarca, que nous avons mené jusqu'à Cajamarca même, avec une délégation de près d'une vingtaine de personnes accompagnée par une parlementaire, en l'occurrence c'était Laurence, dans une manifestation immense de 4000 personnes à 4500 mètres pour braver la police et les militaires qui encerclaient cette zone qui était menacée par un extractivisme minier aurifère et qui aurait foutu en l'air toute la lagune. Et une bataille qui a été menée jusqu'à ce jour victorieuse, puisque jusqu'à ce jour, ils n'ont pas mené à bien leur projet et le peuple de Cajamarca qui s'est battu. Nous, on n'a fait qu'apporter notre soutien et de faire porter cet événement en France et de le faire connaître. Je crois que là-dessus est important. Ça illustre la bataille que a évoquée Broglio sur l'extractivisme, qui a été une bataille qu'on a pris en charge dans différentes facettes, dont celle-là. Et vraiment un mouvement qui a été plus qu'apprécié et qui nous a
porter une reconnaissance au Pérou. Je vois que Braulio avait levé la main, je vais lui laisser la parole. Peut-être qu'il veut rebondir ou réagir. Très rapidement, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient de signaler Yann-Marie. Je voudrais rappeler tout simplement au niveau de la solidarité, parce qu'il me semble que c'est très important, comme il signalait, les expériences des comités locaux. Je vais dire, nous travaillons dans la cohérence, dans la diversité. C'est ça qui tient dans l'âme de France-Amérique latine, c'est ça. C'est-à-dire, il n'y a pas une ligne comme un parti politique. C'est que les comités locaux vont développer leur expérience. Bien évidemment, on discute au niveau des comités directeurs, mais cette diversité nous a permis tout au long de ces années-là, je citerai quelques exemples pour suivre l'expérience de ce que disait Jean-Marie, au Chiapas, des gens qui ont aidé à la construction de la solidarité avec les producteurs de café au Chiapas. En Colombie, Rodrigo l'a évoqué, la question du Chili, Ollas Comunes, au Brésil avec les MAB, les MESTE, au Pérou, c'est ce qui vient de signaler Fabien avec Cajamarca et pas seulement, les mouvements en Haïti, en Nicaragua, etc. À chaque fois, la solidarité, c'était avec des sections, avec des associations locales. Et je pense que c'est très important, ça, de signaler cet aspect-là. Deuxième question, je n'ai pas eu le temps de les développer, c'est que bien évidemment, ce n'est pas toujours un mer de tranquillité de l'activité de FAL. Et Fabien l'a signalé, il y a eu des tensions en France-Amérique latine très fortes. Par exemple, tout au long des années, avec les dits gouvernements progressistes en Amérique latine, à FAL, il y a eu des débats très, très vifs sur justement qu'est-ce que ça veut dire ces histoires-là des comités, des gouvernements progressistes, les pour, les contre. L'avantage que je pense, et ça c'est une leçon qui me semble-t-il, c'est important de tirer de l'expérience de FAL, c'est que nous avons été solidaires avec les populations, solidarité avec ces gouvernements-là, mais on a pris des distances lorsqu'on voyait qu'il y avait des problèmes avec ces gouvernements-là. Parce que bien évidemment, on est conscient que ce n'est pas évident de gérer une situation normale. Dernière question, c'est notre participation dans les forums sociaux. Je n'ai pas eu le temps, mais simplement je voudrais les évoquer. Effectivement, pas seulement le forum social européen, mais aussi le forum social mondial. Les forums mondiaux sur la migration au Mexique, par exemple, sont des expériences qui ont enrichi effectivement notre manière d'agir, parce que ça nous a permis de transporter, de traslader ces situations-là, ces expériences-là en Europe. Et je pense, et il faut le dire, que toutes ces expériences-là, y compris par exemple la lutte contre la minorité, les gays, lesbiennes, transsexuels, et tout ça, de laquelle FAL aussi fait partie. Ces mouvements, cette lutte-là fait partie de l'histoire de FAL. Je crois qu'on a pu, et là je tiens à le dire, on a pu les répercuter, les faire connaître aussi grâce à un instrument, outil indispensable sans lequel l'histoire de FAL serait incompréhensible, que c'est FAL-MAG. Notre petite trimestrielle, oui, qui est un outil indispensable par lequel on a réussi, on a essayé pas seulement de transmettre la vision de FAL, mais avec la vision de toutes ces organisations d'individus, femmes, etc., avec lesquelles on participe et qui ont permis d'irriguer un peu ces expériences de solidarité et de construction d'une alternative face au capitalisme qu'on vit aujourd'hui. Voilà, je m'arrête là. Merci Aurelio, et tu as raison de reciter Falmag parce que on l'a vu là, parce que dans la vente d'artisanat qu'on fait là en ce moment, on a ressorti beaucoup d'anciens Falmag et pour les vendre parce que ça sert à rien qu'ils restent dans nos caves. Et on voit bien que chaque numéro, même des numéros d'il y a 2, 3, 4 ans, sont des numéros qui sont d'une grande portée. C'est-à-dire que chaque numéro a été travaillé non pas pour uniquement l'instant où ils sont écrits, mais pour le porter au-delà de cet instant d'écrit, pour continuer à écrire l'histoire et la comprendre. Et ça, je vous invite vraiment à relire des Falmag et à les retrouver sur le net, hein, puisque sur notre site, à part les derniers numéros, ils sont tous mis en ligne. Vous verrez que chaque numéro, tu parlais de féminisme LGBT, je pense qu'on a dû faire le premier et le seul numéro politique sur les LGBTQ en Amérique latine et en parler. Alors
alors que d'autres en parlaient d'une autre manière. Nous, on l'a porté politiquement. Pareil, le numéro sur le féminisme. Je pense que de ce point de vue-là, il y a des choses intéressantes. Alors, je profite de l'arrivée de Edgardo, peut-être pour qu'il nous fasse un peu aussi cet éclairage de comment Fall et l'Argentine, puisque je dirais presque à double titre, parce qu'il est d'origine d'Argentine, mais en même temps, il est un militant de Fall et un responsable de comité local. Donc, il a cette double approche de la vie politique et en même temps de la vie militante France-Amérique latine. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Je suis désolé, j'ai pris vraiment en retard. J'ai eu pas mal de choses à faire avant d'arriver à la maison. Ce qui fait que, avant tout, je m'excuse du retard. Et voire même ta question, c'est concernant le rôle des FALMAG dans la formation, si on peut dire, de manière ou d'une autre, qui s'est fait avec les militants, et essentiellement en tant que militant aussi argentin, puisque la question, c'est concernant la situation des luttes LGBT, voire même toutes les luttes qui ont existé par rapport à différentes inégalités, manque d'égalité en Argentine. Le rôle des FAL, ça a été important parce que ça nous a servi aussi des relais, dans le sens que d'une manière ou d'une autre, on a vu qu'il y avait aussi des retards dans la société française. Et il y a des choses en Argentine qui sont arrivées avant qu'en France, comme ça a été le cas du mariage pour tous, et sans que ça soit bousculé dans la société, ce qui n'a pas été le cas en France. Mais en même temps, il y a un aspect assez important du rôle du FAL concernant FALMAG et comment on a développé tout ce qui passe en Amérique latine. Il ne faut pas oublier aussi, dans ces sujets bien précis, les cas d'atrocités aussi très violentes qu'on a connues au Brésil, dans lesquelles des militantes ils ont perdu la vie, des militantes actives, des militantes qui portaient justement tous ces valeurs par rapport à cette bataille. Voilà. Merci. Merci. Je pense que ce qui est intéressant, et je ne sais pas, peut-être qu'Edgardo, tu pourrais revenir 2 minutes sur finalement l'interpénétration qui s'est créée aussi entre les militants de FAL et des associations, puisque en 73, FAL existait déjà depuis 2-3 ans, mais en 73, l'émigration latino-américaine en Suède a créé SAL, qui est Suède-Amérique latine. C'est la seule association qui pourrait apparaître équivalente à la nôtre. Je dis ça parce qu'on a eu des réunions de travail avec eux. On a fait notamment un forum social européen à Malmö. Ils étaient présents, ils sont venus dans nos contre-sommets. On s'est vus à différents moments. On s'est fréquenté toute une partie du temps, notamment dans le cas d'Hélène Sado Alternative avec SAL. Mais la différence entre SAL et FAL, c'est que SAL a été une organisation qui, en fait, rassemblait les latino-américains et qui accueillait des Suédois. Nous, France-Amérique latine, on ne s'est pas donné comme vocation d'organiser au sein de France-Amérique latine les latino-américains. Ce qui fait qu'ils ont pris d'eux-mêmes la possibilité d'avoir leur association. J'ai parlé des ex-prisonniers politiques chiliens, mais peut-être pourra revenir sur la CAF. Il y a aussi Dandestan. Et puis, je dirais que chaque pays pouvait avoir son organisation pour… là, nous, on a intégré, j'ai oublié tout à l'heure, la coalition France Solidarité Colombie, qui est aussi notre coalition auquel on participe et depuis pas très longtemps. Ça fait, je crois, 2 ans maintenant, si je ne me trompe pas, qu'on a voté ça.
Mais avec ces camarades historiques, si je puis dire, qui sont arrivés des années 73-80, réfugiés, nous avons, comment dire, nous avons entretenu des liens, mais je dirais presque d'égal à égal, les uns dans. Alors, ce qui n'a pas empêché un certain nombre d'entre eux, je pense à, bien sûr, Edgardo, mais je pense surtout aussi à José Eduardo, hier, qui ont trouvé leur place à France-Amérique latine. Je crois que ça aussi, ça a aidé à forger France-Amérique latine. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, Edgardo. C'est sans doute que la capacité de France-Amérique latine, c'est d'avoir, moi je le dis sincèrement, pas simplement comme membre de France-Amérique latine, mais comme j'ai eu la possibilité de militer et je continue à militer dans les autres associations, essentiellement des Argentins, c'est l'esprit d'ouverture qui permet à France-Amérique latine d'avoir un écoute, un échange. Et comme le disait Braulio tout à l'heure, même au-delà des divergences, on a su créer un espace d'analyse dans lequel on n'a pas toujours été d'accord, mais comme ça a toujours été fait dans la fraternité et sans se dire de quel côté la raison elle existait, parce que c'est vachement difficile des fois de se positionner devant certaines situations, mais pour être précis, à moi personnellement, France-Amérique latine m'a aidé énormément dans la vie militante, militant en général, pour la simple raison que pour militer justement dans des groupes plus fermés qu'avec des Argentins ou que dans des situations ou des thématiques bien précises, on voit que cet espace n'existe pas. C'est-à-dire que la possibilité d'échanger, d'écouter, d'apprendre et de pouvoir s'ouvrir comme on le fait en France-Amérique latine, c'est quelque chose qui, à moi personnellement, ça m'a aidé énormément. Je pourrais d'ailleurs demander la même chose à Gérard, hein, parce qu'il est, alors dans un autre genre, il est parti de France-Cuba, il est arrivé, il est toujours à France-Cuba, j'imagine, mais il est arrivé à France-Amérique latine, et depuis, il semble bien s'y sentir, puisqu'il y est resté depuis quand même maintenant 10 ans. Je pense que c'est aussi un témoignage de la différence qu'il peut y avoir entre une association qui est mono-appartenant, si je puis dire, monothématique, à une association comme la nôtre. Je ne sais pas, je ne veux pas forcer Gérard à prendre la parole, mais en tout cas, c'est en le voyant que je me rappelle cette époque où il me disait, moi je suis de France-Cuba, mais je veux bien donner un coup de main à France-Amérique latine, et puis il y est resté et il y est toujours. D'accord. Gérard, tu veux dire un mot? Oui, si tu veux. Oui, bonsoir à tous. Je pense qu'effectivement, il est important, et c'est ce que Jean-Marie a souligné, ce sont les ancrages que l'on peut avoir lorsqu'il y a des actions de caractère concret, puisque moi je participe notamment à la solidarité paysanne internationale, donc avec FAL et avec ce qui s'est passé en Colombie avec Daniel Coll. Ça nous a permis de rencontrer Alfredo, de se rendre compte de la situation. Je pense que c'est plus facile lorsqu'il y a un ancrage, une certaine pratique, après d'avoir une certaine réflexion plus théorique. Donc, et à ce moment-là, l'action est plus en correspondance par rapport à la situation. Aujourd'hui, Alfredo, il a du mal à témoigner compte tenu de la violence qui est faite dans la vallée de la Cauca, et il est condamné à mort. Donc, c'est quand même très important ce lien. Moi, oui, j'ai eu un parcours
Je connaissais Maurice Cooper, Colette Fayol, donc c'était des gens qui étaient à France-Cuba, et ils étaient aussi à France-Amérique latine. Et puis on a créé ce comité, effectivement, autour de Cuba. Mais je pense que les associations sont en... Il faut plutôt penser à agglutiner les forces plutôt qu'à les opposer. Et je pense que même s'il y a des fois des différences d'analyse, l'essentiel, c'est plutôt de chercher à les agglutiner. Surtout si elles sont dans la sincérité et dans un combat réel pour l'émancipation. Donc, c'est complémentaire et les deux sont nécessaires. Contrairement à une position qui pourrait dire, mais finalement, parce que nous, on a une enveloppe plus large, on va pouvoir effectivement se présenter dans le domaine de la justice, de ces combats sur les droits de l'homme, etc., plus largement, puisque l'Amérique latine a quand même une certaine forme d'unité. C'est la CELAC qui le prouve, notamment. Bon, avec des différences dans chaque pays. Donc, je pense que c'est bien. Les choses sont complémentaires. Si on n'a pas cette vision, ça risque d'être un peu difficile parce que sinon, on pourrait avoir une vision d'en haut, une vision plus synthétique, plus théorique, mais il faut avoir toujours les pieds sur terre, parce qu'aussi grand qu'on soit ou aussi petit qu'on soit, on a toujours les pieds qui touchent la terre. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Chez nous, on a effectivement des gens qui, parce qu'ils sont d'origine latino, eh bien, il y a ceux qui sont très ancrés sur les questions sur le Pérou, d'autres sur Haïti. Donc, notre comité, et les gens s'inscrivent. Moi, je ne connais rien au Pérou. Haïti, je n'y ai jamais mis les pieds. En Colombie non plus, mais bon, il y a un peu plus quand même de réflexion par rapport à ça parce que je suis un peu plus sensible. Et voilà, donc on finit par travailler ensemble et dans le comité, les différentes forces s'exercent. Et puis, ce qui compte, c'est l'ambiance dans le comité. Mais ça, c'est très important parce que si on n'est que quelque chose d'en dehors des ancrages locaux, comment on développe? Nous, on travaille par exemple avec des gens qui sont dans le domaine du cinéma. Ils s'appellent Miradas Hispanas. Ils ne sont pas inscrits chez nous. Il y a des Chiliens dedans, il n'y a pas que des Chiliens. Ils sont sur le cinéma. Donc, on va avec eux. On rencontre par exemple le MST par l'intermédiaire de ce qui s'est fait avec Fal Bordeaux. Bon, même s'il y a des différences, au moins Fal Bordeaux, il a une action concrète. Et moi, j'ai pu rencontrer les gens du MST au Venezuela. Voilà comment ça se passe. Je pense qu'il faut ces forces-là. L'avenir ne peut se construire que lorsqu'il y a une mobilisation plus grande. Le juridique, il vient après. En premier, c'est d'abord la prise en compte, et après, on peut mieux défendre si effectivement ici en France, on a le même regard sur la question des migrants, sur la question de l'évolution des sociétés. Parce que si on n'a pas ça, eh bien là, on devient faible. Alors, en même temps, la politique, ce n'est pas que la politique au sens politicien et la politique au sens stricto sensus. C'est la question sociale, culturelle, c'est la question de la façon dont les gens vivent, le quotidien. Et ça, c'est très important. Voilà comment je ressens les choses. Donc, moi, je suis content d'appartenir à FAL, mais je suis content d'appartenir à d'autres organisations. Et je ne mélange pas tout à fait les genres, mettons. Ça ferait peut-être sourire d'employer le mot genre pour des associations différentes. Elles sont différentes aussi. Merci Gérard, merci. Je pense qu'effectivement, tu es clair et je le rappelle, c'est enregistré et je pense que tout ça, ça aidera mieux dans les années. Je ne sais pas si on ira vers le 100e anniversaire, parce que je ne serai plus là, mais en tout cas, ça pourra toujours leur apporter un témoignage. Brolieu, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, excusez-moi de prendre la parole. Par rapport à ce que vient de dire Gérard, oui, effectivement, on est bien d'accord, et ça, c'est la base sur laquelle FAL toujours a travaillé, c'est d'avoir les pieds sur terre et de faire des expériences, de travailler sur la base des expériences concrètes, pas théoriciennes. Et la preuve, c'est que là, lorsqu'on parle aujourd'hui de ce 50e anniversaire de FAL,
Et on est en train de faire un peu d'historique, mais il faut se projeter aussi. Et ça, c'est une chose qu'il devra, étant donné que la réunion va arriver à la fin, c'est une des tâches que FAL devra, disons, affronter très rapidement. C'est nous allons aujourd'hui dans une situation, nous vivons aujourd'hui en Amérique latine une situation très particulière. C'est-à-dire, vous connaissez les effets de la crise de la pandémie, de la Covid, avec des crises économiques, avec les crises sociales, avec les crises politiques. En même temps, l'émergence des situations comme celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui en Colombie. Ça fait plus de 3 semaines que les Colombiens sont en train de sortir à la rue, de se faire tuer, de s'opposer radicalement et face à face à la politique de Duque, et que ce soit au niveau fiscal, que ce soit au niveau de la santé surtout, que ce soit l'expérience qu'on vient de vivre au Chili, surprenant pour tout le monde, surprenant l'énorme victoire qu'il y a eu lors de l'Assemblée constituante, la venue des zapatistes ici pour le mois de juillet, et les mobilisations contre Bolsonaro au Brésil, la question des migrants qu'on a évoquée, par exemple, parce que ça, c'est une histoire sur laquelle il faut travailler. Bien évidemment, et Fabien l'avait évoqué en aperture de ces sessions-là, notre solidarité toujours et permanente avec les peuples de Cuba. Il a évoqué la réunion qui aura bientôt avec l'ambassade et les histoires du débat à l'Assemblée de la ONU sur la question de la fin du blocus. Donc, et bien évidemment, Haïti, pour ne citer que des exemples, on pourrait citer aussi la question de l'Amérique centrale. Je veux dire par là, notre bilan, ça ne se construit pas sur le passé. Notre bilan, c'est comme l'évolution du mouvement social et un mouvement permanent. C'est-à-dire, on prend ce qui est en train de se produire aujourd'hui pour réfléchir et voir de quelle manière on doit affronter ces énormes défis qui posent pas la solidarité, mais aussi notre survie comme France-Amérique latine, comment attirer un nouvel type de militants ou de participation, d'engagement politique, que ce n'est pas comme auparavant, mais qui sont des gens très engagés, qui sont prêts à s'investir avec la solidarité. Ça fait partie et de l'héritage et aussi je dirais, de la colonne vertébrale qui a su développer France-Amérique latine et qui, bien évidemment, sera une des activités qu'on va développer, on continuera à développer dans les mois et les années à venir. Voilà. Mais tu as évoqué la réunion à l'ambassade de Cuba. J'y serai. Hein, donc, j'ai répondu que je participerai pour France-Amérique latine parce que c'est une résolution qu'on a prise à l'AG, hein, de se battre sur le blocus. On sait que d'habitude, on se bat toujours avec les autres et donc il n'y a pas de raison qu'on le fasse seul, puisqu'il y a une proposition qui est faite pour une initiative qui aurait le 12 juin. Je pense que c'est normal que FAL soit présent et donc j'irai à l'ambassade le 26, même si mon emploi du temps est un peu compliqué en ce moment. Mais on a eu plusieurs témoignages. Je ne sais pas si Louise veut prendre la parole, mais à la fois à travers la caravane qu'elle tient maintenant depuis un bout de temps par l'intermédiaire de son service civique, mais aussi avec le comité de solidarité paysanne, mais peut-être son regard aussi, puisque c'est, je pense, la plus jeune de celles qui sont dans cette réunion. Peut-être qu'elle peut donner son sentiment. Elle a suffisamment maintenant un peu de recul. Elle n'est pas sur Paris, donc elle n'a pas une vision parisienne. Et en même temps, elle est complètement ancrée dans FAL. Louise, est-ce que tu peux donner ton sentiment? Oui, bonsoir, ça va tout le monde? Salut Louise. Moi, mon sentiment, du coup, en n'étant pas à Paris, c'est que quand même, FAL arrive à avoir beaucoup d'initiatives dans pas mal de pays, sur pas mal de thématiques. Et nous, en tant que jeunes et services civiques, on peut s'investir de manière hyper libre. Et c'est hyper plaisant comme manière de faire. Et donc, j'ai pu euh, m'intéresser un peu plus à la Colombie, au groupe féministe. Et c'est sympa aussi parce que
on n'est pas non plus obligé de tout savoir sur tout et on peut s'intéresser à un moment donné à une thématique qui comporte plus et qui nous attire plus selon le moment, la thématique. Et pour la caravane paysanne, je trouve que c'est une super initiative parce que il y en a plusieurs qui sont revenus sur le projet de Daniel et sur son envie de développer un projet avec les paysans de Colombie. Et souvent, je lui parle et elle, elle porte ça en elle et de toute façon, elle y a toujours cru et elle continue. Et du coup, ce projet de caravane, c'est aussi beau symboliquement parce que du coup, on est hyper varié dans l'équipe, autant sur les âges, sur la géographie. Et donc, on est là et on est enthousiaste de se retrouver. Là, le week-end de formation, ça nous a fait du bien à tous et à toutes. Et donc, voilà, on est heureux d'aller sur des projets qui sont censés se développer sur du long terme parce que c'est un grand projet et on est une petite structure, mais à la fois, je parle du comité Solidarité Paysanne, pas de FAL. Une petite structure, mais du coup, on a plein d'ambition et d'espoir et voilà quoi, du coup, on se porte les uns les autres. Et moi, jusqu'ici, ça a été très, très plaisant d'être avec FAL et de pouvoir voilà, développer et aller rechercher sur des thématiques qui m'ont toujours intéressée, mais que je n'avais pas vraiment pu creuser. Et donc, le FALMAG aussi, c'est un bel outil. C'est un beau projet aussi. Bon témoignage. Merci beaucoup, Louise. Merci. Et je pense que à travers ton témoignage, on voit finalement ce qui nous manque, non pas qui nous manque parce qu'on n'en a pas, mais ce qui nous manque parce que ça va leur manquer à eux, tous ces jeunes qui ne profitent pas finalement de France-Amérique latine et de cette diversité et de cette expertise. Ils s'en rendent compte quand ils viennent travailler à FAL et ils ressortent, j'allais dire hyper formés, ce n'est pas le mot en termes universitaires, mais en termes de formation politique. Je pense que nous sommes une structure qui pouvons apporter beaucoup et j'en ai pour témoignage la plupart des services civiques, parce que depuis 10 ans maintenant, on en a eu beaucoup, tous ont trouvé un job. Je ne connais pas un seul qui était au chômage après. Pourtant, ce n'est pas forcément facile. Et deuxièmement, trouver des postes très intéressants et où ils ont puisé dans leur expérience, et je dirais même parfois c'est leur expérience à France-Amérique latine qui leur a permis de trouver la possibilité d'exprimer toutes leurs capacités. Et encore ce matin, par exemple, je donne juste cet exemple-là, Elliot, que pour certains se rappellent de FAL, et Elliot a bénévolement apporté son soutien à Adèle qui lui demandait pour une rencontre de féministes avec des Espagnols et des gens d'un peu partout. Et il a fait la traduction parce que il a cette idée que quand on a quelque chose, on peut partager et on peut donner un coup de main. Et Elliot est aujourd'hui, travaille à Emmaüs International et FAL lui a permis d'aller. Mais je dis ça, c'est Adèle qui se trouve attachée parlementaire, c'est Nicole Tequet qui est aussi attachée parlementaire maintenant au Sénat, qui était service civique. Je pense à Alban, je pense à Maude qui est à OMRAP, je pense à Simon qui est maintenant le coordinateur de l'ensemble de l'université d'été et des mouvements sociaux. Voilà, tous ces cadres-là ont eu un moment important de formation à France-Amérique latine. Je crois qu'il faut qu'on en soit imprégné pour aider des jeunes à venir vers nous. Ce n'est pas seulement venir pour venir faire les petites mains, mais vraiment pour apporter leur expérience et nous aider à nous développer. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'important. Et en tout cas, ce qu'a dit Louise là, et à mon avis, peut se démultiplier par tous ceux et celles qui sont passés à FAL. Et la caravane sera avec un module
ou je ne sais pas si c'est un module ou un atelier que vous ferez à l'Université de Nantes, avec notamment Nora, qui est sur place, elle, à Nantes. Est-ce que, parce qu'on se rapproche de la fin, est-ce que Isabelle, Daniel ou Elisabeth veulent dire quelque chose, apporter un témoignage, une appréciation, voilà, ou rebondir, je ne sais pas, avant qu'on conclue que je ne frustre personne. Isabelle. Je ne sais pas trop quoi dire. Moi, je m'intéresse à l'Amérique latine depuis longtemps, en partie pour des raisons familiales, même si j'ai aucun lien familial avec l'Amérique latine. C'est que mon père a beaucoup travaillé en Amérique latine. Voilà. Et j'ai ces liens-là. Mais je suis récente adhérente, en fait, hein, à la France-Amérique latine. Je m'intéresse beaucoup à ce que vous faites. Je lis Falmag. Voilà, je ne sais pas exactement comment je pourrais m'impliquer parce que je suis impliquée dans d'autres associations. En fait, j'ai d'autres engagements. Voilà, mais enfin, j'ai Tu es où, saisi Isabelle? l'information. Pardon? Je suis à Paris. Géographiquement. Bon, là, je ne suis pas à Paris juste maintenant, mais normalement, j'habite Paris, Paris 11e. Voilà, je suis au Bon, comité de Paris. super. Elisabeth? Oui, moi je voulais dire que France-Amérique latine m'apporte beaucoup de choses au niveau de la connaissance de ce qui se passe là-bas, que les cinémas, les films, puisque je pense qu'on projette à peu près un film par mois, à peu près à Martigues ou à Port-de-Bouc. Bon, mais ça nous apprend beaucoup de choses sur l'Amérique latine. Moi, je trouve que c'est une belle association et Falmac, c'est une belle revue où on apprend beaucoup de choses. Merci, Elisabeth. Daniel, peut-être le dernier, sans vouloir le forcer non plus, mais bon. Voilà, bah écoute, on est heureux de l'avoir quand même parmi nous. Je ne sais pas si vous voulez dire d'autres choses, sinon je pense qu'on peut conclure ces deux séances de formation. Je pense qu'elles sont différentes. On la voit bien dans la nature de la discussion qu'on a eue, des visioconférences que l'on fait sur des thématiques, des choses comme ça. Il y a une atmosphère, j'allais dire, de la famille France-Amérique latine, même si c'est un peu osé peut-être de dire ça, mais on le ressent dans la manière dont, et en tout cas c'est fidèle à l'image que j'ai moi de France-Amérique latine. Je pense que peut-être il faut qu'on multiplie des initiatives comme celle-là, alors peut-être avec d'autres thématiques et d'autres contenus, mais en tout cas avec cette volonté d'échanger dans le cadre ce qu'on peut appeler formation. Je ne sais pas si le mot est adéquat, mais en tout cas, c'est celui qu'on nous a imposé pour l'initiative qui est financée. On va pouvoir d'ailleurs déposer notre rapport d'activité et donc recevoir aussi notre financement, ce qui n'est pas ce qui est la cerise sur le gâteau, si je puis dire. Et ce n'est pas une petite somme. Donc, c'est super. Merci à vous d'avoir joué le jeu pendant ces deux soirées. Merci aux intervenants qui ont lancé les discussions. Et puis, je vous invite à vous inscrire peut-être si vous êtes intéressé aux deux autres séances du 27 et du 29 avec Ocholocos. Jean-Marie Paolive, le mot de la fin. Vas-y, Jean-Marie. Il fallait faire les deux. Après. Il fallait faire les deux, puisque hier, bon, c'était historique, bon, quelquefois un peu nostalgique. Là, c'était plus politique, au sens général, avec donc ce thème. Mais peut-être reprendre l'idée dans les futures réunions des comités, peut-être on pourrait faire une réunion avec une thématique pour échanger entre tous les comités. Là, hein. Ok, j'ai noté. Brolio? Très rapidement, tout simplement, vous remercier de votre présence et nous espérons que la prochaine fois, finalement, on puisse se retrouver physiquement, comme dirait maintenant ces maudits en présentiel. Voilà. Ben merci et puis bonne fin de soirée à tous. Bon week-end de la Pentecôte qui sera à 3 jours. Voilà. Ciao. Ciao.